Rebonjour, bienvenue à Motivation et Émotion, PSF 342. On continue à parler d'induction et de mesure. Dans le cadre du dernier cours, nous avons parlé de l'utilisation de stimuli statiques, qui veut dire qu'ils ne bougeaient pas. On a vu des avantages et des désavantages de ce type de stimuli-là. On a parlé de l'importance de toujours faire valider ces stimuli-là. Et on a vu certains exemples, incluant le IAPS, comme étant des images potentielles de déclencheurs, et des exemples d'expressions faciales provenant d'une banque d'expressions faciales, étant donné l'idée que dans certaines recherches, on peut utiliser des visages pour déclencher des émotions chez les participants, ou on peut utiliser des visages pour aller mesurer la connaissance que les participants ont de certaines émotions, et ainsi de suite. Mais le gros problème qu'on a dit des stimuli statiques, c'est spécifiquement le fait qu'ils sont statiques, et que dans la vraie vie, les choses bougent. Nous avons vu une solution potentielle à ça, qui est de ne pas les laisser à l'écran trop longtemps, parce que sinon ça fait vraiment fake, les faire disparaître assez rapidement, parce que dans la vraie vie, une expression faciale, par exemple, ne reste pas là figée pendant des minutes. Mais il reste que c'est quand même statique. Alors, une possibilité, c'est, mon Dieu, pourquoi ne pas utiliser des stimuli dynamiques à la place? OK? Et donc, oui, on peut induire un état émotionnel en laboratoire en utilisant des stimuli dynamiques. Mais je dois tout de suite vous dire que c'est plus compliqué. Et que la vaste majorité des études à date ont utilisé des stimuli statiques et qu'ils ont pas mal tout dit dans leur discussion, dans la section limite de leur conclusion, que ça serait mieux avec des stimuli dynamiques. Mais c'est plus difficile de créer des stimuli dynamiques et de trouver des bons stimuli dynamiques. Mais en tout cas, ça existe quand même. Une possibilité qu'on peut utiliser, ce sont des extraits de films. Et j'ai placé ici un exemple d'induction négative, donc un film qui devrait induire un certain état de tristesse ou d'empathie, et un exemple d'induction positive, un film qui devrait induire un état affectif positif chez les gens. Okay. Je ne vais pas les montrer ici maintenant parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait pendant que je tape mon écran, ça serait bizarre. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ces adresses-là et je les ai mis sur le Moodle, comme exemple. Okay. Donc, vous pouvez aller voir. Okay. Il y a une scène qui a tendance à vous tirer les larmes des yeux un peu. Puis il y a une scène qui a tendance à vous faire rire. Donc, c'est possible d'utiliser, pourquoi ne pas juste faire venir des participants au laboratoire et leur montrer des films, des extraits de films, des clips. Et en passant, vous vous souvenez que je vous avais dit que certains états, comme par exemple la colère, qui sont difficiles à induire en utilisant une image, la colère pourrait être induite en utilisant des films, des scènes. Je sais que vous savez, vous avez déjà regardé des téléséries ou des films où vous étiez en maudit à propos d'un personnage, ou un personnage, vous étiez vraiment en colère contre, parce que moi, je me souviens de regarder des téléséries puis d'être vraiment fâché contre un des personnages. Donc, ça serait possible d'induire la colère avec ça. Okay? Donc, le stimuli dynamique typique qu'on pourrait utiliser, c'est des extraits de films. Évidemment, il arrive des mêmes questions dont on va reparler par rapport à faut s'assurer que notre film induit bien l'émotion qu'on veut induire et pas une autre, et ainsi de suite. Bon, on va parler de tous ces enjeux. Un autre stimuli dynamique que vous pourriez utiliser... des avantages, justement, de ces stimuli dynamiques-là sont qu'ils offrent un contexte. Quand je fais juste vous montrer, je sais pas moi, disons que je veux stimuler le stress ou quelque chose, puis je vous montre une photo d'un visage fâché qui vous regarde dans les yeux, ou une photo, je sais pas moi, d'un animal dangereux, par exemple.
Ben, tu sais, dans la vraie vie, il y a... On voit des animaux dangereux dont on peut avoir peur, on voit des gens fâchés dont on peut avoir peur, mais ils existent dans un contexte, dans le temps et dans un espace physique, tu sais. Et voir un animal dangereux dans la forêt, c'est bien différent que le voir dans un zoo, tu sais. Donc le contexte est vraiment important. Quelqu'un qui vous fait un visage fâché dans une ruelle sombre la nuit, c'est beaucoup plus stressant et épeurant que quelqu'un qui vous fait un visage fâché, je sais pas moi, qui est sur l'autoroute, qui est dans sa voiture, puis vous regarde vous dans votre voiture, puis vous fait un visage fâché. Donc le contexte est vraiment important. Et ce que les stimuli dynamiques donnent, comme des extraits de films, c'est qu'ils donnent un contexte. Il y a un contexte. Si vous avez regardé les 2 extraits que je vous ai mis sur Zoom, pas Zoom, sur Moodle, vous verrez que il y a une certaine histoire, il y a un certain contexte. Et ce contexte-là est très important dans la façon dont les choses sont interprétées dans la vie. Est-ce que c'est menaçant? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est problématique? Ça dépend souvent du contexte. Quelque chose qui peut être très menaçant dans un contexte peut être très peu menaçant dans un autre contexte. OK? Donc, des stimuli dynamiques peuvent offrir un certain contexte comme ça. Surtout si c'est des scénarios là, où il y a un événement qui se passe, puis vous voyez quelque chose se passer dans cet événement-là. Ils ont aussi une validité écologique, dans le sens où, ben justement, c'est plus statique, ça bouge. Faudrait faire attention probablement à utiliser... si vous montrez quelque chose d'incohérent, mais qui bouge quand même, mais là, peut-être qu'il n'y a plus de validité écologique tant que ça. Mais si vous montrez des situations, comme pour la tristesse ou pour l'empathie, si vous montrez des situations qui correspondent à des choses qui arrivent dans le vrai monde, comme on voit dans l'extrait négatif, où le petit bonhomme a... non, pas le petit bonhomme, mais c'est un autre, pardon, c'est le personnage de Matthew McConaughey dans... Je me souviens plus le titre du film, Interstellar, puis il se rend compte que le temps passe très vite, puis d'une certaine manière, son fils grandit devant ses yeux, mais lui est pas là pour le voir, tu sais. Mais en même temps, donc il y a cette tristesse-là, donc on peut comprendre ça. C'est pas des choses complètement incohérentes, tu sais. On peut comprendre ça. Donc, il y a une certaine validité écologique, ça fait du sens, c'est proche de la vraie vie. Okay? Et il y a l'aspect dynamique, surtout pour les expressions faciales. On voit l'aspect dynamique, on voit le visage bouger plutôt qu'être figé. Donc, il y a toutes sortes d'avantages à utiliser des stimuli dynamiques. Mais certains de ces avantages-là deviennent des désavantages dans d'autres, quand on regarde ça d'une autre manière. C'est que, vous vous souvenez, je vous avais dit que les stimuli statiques, ils sont peu exigeants au niveau cognitif. OK? Ben, les stimuli dynamiques, eux, ils sont plus exigeants au niveau cognitif, au niveau de la mémoire à court terme et de la compréhension. Tu sais? Vous regardez le petit clip de Interstellar, puis peut-être que vous comprenez tout, puis il n'y a pas de problème, mais si vous étiez quelqu'un avec un trouble sérieux de mémoire à court terme, est-ce que, ou disons que le clip, bon là c'est un petit clip que je vous ai montré, mais disons que je vous montre un clip de 20 minutes. Okay? Ben, il y a des gens qui ont de la difficulté à se concentrer pendant 20 minutes. Il y a des gens qui ont des troubles qui font en sorte que, au bout de la 20e minute, ils ont oublié ce qui se passait à la minute 5. Okay? Ou bien, il y a des gens qui ont des troubles de langage qui font qu'ils ont de la difficulté à comprendre ce qui se passe dans le scénario. Même si monsieur, madame, tout le monde, dans le sens où quelqu'un qui n'a pas de troubles langagiers n'aurait pas de problème à comprendre. On montrerait certainement pas des films avec beaucoup de langage à des jeunes enfants qui parlent pas, par exemple. Tu sais? Ou même à des enfants normaux de 5 ans, par exemple. Il faudrait qu'ils se concentrent. Donc, tu sais,
Oui, c'est plus réel, il y a plus de contexte, il y a plus d'informations, c'est dynamique, mais ça, c'est un problème si on fait de la recherche avec des gens qui ont des limites au niveau cognitif, des limites au niveau de l'attention, des limites au niveau de la compréhension du langage, et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est vraiment le désavantage du stimulus dynamique. Mais ça dépend desquels on parle. T'sais, si on parle d'expression faciale, puis dire, regarde, sûrement montrer une expression faciale filmée là, qui dure comme 2 secondes, où tu la vois arriver, puis là tu la vois diminuer, c'est bien mieux que de juste montrer une image fixe. Ouais, probablement. Puis c'est pas des gens qui ont des troubles de mémoire ou des troubles de compréhension qui vont avoir un problème avec ça. Là, c'est, dans pas mal tous les cas, ça serait mieux d'utiliser des expressions faciales dynamiques qui bougent. OK? Mais quand on rentre dans des choses plus complexes, comme par exemple des films ou des clips, mais là, ça devient un peu plus complexe. Il faut s'assurer que ça fit avec le genre de participants que vous avez. Si c'est monsieur et madame tout le monde, il ne devrait pas avoir de problème. Mais si vous travaillez avec des populations spécifiques, des jeunes enfants, des personnes avec des troubles au niveau de l'attention, au niveau de la perception, au niveau de la compréhension, ça pourrait être un problème. Hein? Donc, je ne suis pas en train de dire que finalement les statiques sont mieux. Je suis en train de dire qu'il faut prendre une décision, il faut essayer de maximiser comment bon vous allez être avec votre outil à déclencher des émotions chez les gens dans le laboratoire. Mais il y a d'autres techniques aussi qui peuvent être utilisées pour induire un état émotionnel en laboratoire. Et je vais vous parler rapidement de certaines de ces autres techniques-là. Une technique, c'est l'induction par rappel. Et la logique ici est brillante, dans le fond, elle est très simple à comprendre. C'est que pourquoi aller essayer de trouver des stimuli, des images ou des films, dans le but de déclencher des émotions chez des participants, et essayer de trouver ceux qui sont le mieux validés, puis espérer que ça va fonctionner. Pourquoi faire tout ça quand, dans le fond, les participants à des études, il y a des bonnes chances qu'ils ont déjà vécu dans leur propre vie l'émotion que vous voulez déclencher. Donc c'est le dégoût, ou la colère, ou la tristesse, ou la joie, ou la jalousie. Je veux dire, c'est des émotions normales, ça. Donc il y a des bonnes chances que vos participants ont déjà des mémoires de choses qui leur sont arrivées où ils étaient, par exemple, très fâchés, où ils se sentaient très... ils avaient très peur, par exemple. Ben, une des possibilités, donc, c'est d'essayer de leur faire revivre cet épisode émotionnel-là par le rappel. Et il y a plein de façons différentes de s'y prendre. Ça pourrait être de leur demander de réfléchir à un moment où... Disons qu'on s'intéresse à la colère. Okay? Ça pourrait être de réfléchir à un moment où quelqu'un leur a fait un vrai coup de cochon puis ils étaient vraiment furieux. Ça pourrait être de leur demander d'écrire une fois où c'est arrivé, puis de les forcer à dire des choses spécifiques, comment je me sentais dans mon corps, à quoi je pensais, qu'est-ce que j'avais envie de faire, et ainsi de suite, et pour vraiment guider qu'est-ce qu'ils écrivent, puis là leur demander de relire ça en essayant de se remettre dans la situation. Ça pourrait être plein d'autres différentes manières, mais l'idée c'est d'utiliser les mémoires que les gens ont, les expériences que les gens ont, t'sais, pour revivre un épisode émotionnel et le remettre dans cet état-là. Okay? Et il y a plein de différents types de mémoires qu'on pourrait utiliser. On voit un exemple ici de mémoire autobiographique où on a la naissance d'un enfant. Et donc ici, on parlerait d'aller demander aux gens de chercher dans l'histoire de leur vie quelque chose qui est important pour eux dans l'histoire de leur vie.
Il y a aussi des mémoires de nature sociale qui sont très intéressantes en psychologie, où est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, non pas à nous spécifiquement dans notre vie, mais qui est arrivé à la société, une action qui a un peu touché ou choqué tout le monde, ou impacté tout le monde dans la société. Et donc, on pourrait aller chercher des mémoires là-dedans. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. C'est cette fameuse argument que, hey, pourquoi essayer de déclencher une émotion en utilisant des stimuli externes, alors que la personne a probablement déjà vécu une émotion comme ça, et on pourrait partiellement la redéclencher en demandant à la personne d'y réfléchir. Évidemment, vous vous dites peut-être, et vous auriez raison, de vous dire, je parie que certaines personnes sont meilleures à ça que d'autres. Je parie que pour certaines personnes, là, c'est super facile de revivre des émotions. Puis pour d'autres, c'est plus difficile. Il y a des gens qui ont moins d'imagination, qui ont plus de difficulté à visualiser des choses ou à repenser aux choses. Il y a des gens qui sont plus logiques, qui vont avoir moins tendance. Je parie que vous vous dites aussi peut-être, au niveau éthique, il y a des questions intéressantes. Là. Est-ce que ça serait correct de redéclencher chez quelqu'un des émotions négatives qui seraient arrivées suite à un événement traumatique, comme par exemple un viol ou un vol à main armée ou la perte d'un être cher ou quelque chose comme ça. C'est toutes des questions intéressantes qu'il faut réfléchir en tant que chercheur. Mais il reste que c'est une méthode qui est utilisée par plusieurs recherches, par plusieurs études. Okay? Et une des choses qui est intéressante de cette méthode-là, c'est que l'induction est personnalisée à chaque personne. Ce qui augmente les chances que ça fonctionne. T'sais? Parce que si je te dis, OK, bon, il va falloir que tu mettes des gens dans un état de stress ou de peur, donc on va leur montrer une image de serpent. Il y en a pour qui ça va fonctionner, mais il y en a pour qui un ours aurait mieux fonctionné. Tu sais? Ou il y en a pour qui un chien fonctionne, ou une araignée fonctionne. Tu sais? Donc, en demandant aux gens de se rappeler eux-mêmes de quelque chose qui leur a fait peur, on personnalise l'induction et on augmente les chances que ça fonctionne bien pour chaque participant parce que c'est personnalisé. Mais vous auriez aussi raison de dire, ouais, mais en personnalisant tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de possiblement insérer toutes sortes de variables parasites, de choses qu'on ne contrôle pas? Est-ce qu'on ne voudrait pas contrôler pour que tout le monde ait été induit et la peur induite en eux par le même stimulus qui est contrôlé, que tout le monde a vu la même chose? Est-ce que scientifiquement, ce ne serait pas plus rigoureux? Oui. Et c'est là où on voit que, dans le fond, c'est des décisions à prendre. Je vous dirais que les deux sont bons. On a besoin d'études où est-ce qu'on systématiquement contrôle les choses de manière rigoureuse, et on a aussi besoin d'études où on essaye de plutôt faire en sorte que la méthode d'induction, pas la méthode d'induction, mais l'objet lui-même qui induirait par exemple la peur, soit adapté à chaque participant, parce que chaque participant a des expériences différentes. Donc il y a des questions vraiment intéressantes au niveau éthique, au niveau méthodologique, à se poser par rapport à cette méthode-là, mais il reste que c'est une méthode qui est très intéressante. Une autre méthode qui vaut la peine pour certains états émotionnels, pas pour tous les états émotionnels, mais pour plusieurs, c'est l'induction par interaction dyadique. Et la logique ici, c'est que dans le fond, quand on regarde les contextes dans lesquels plusieurs émotions arrivent dans la vie, ce sont souvent des contextes dans lesquels il y a d'autres gens. Tu sais? C'est souvent des contextes dans lesquels il y a d'autres gens. Ça va être rare qu'on va être fâché quand on est absolument tout seul, personne ne nous a rien fait. Ça va être rare qu'on va rire quand on est absolument tout seul, personne ne nous a rien fait. Ça va être rare qu'on est jaloux quand on est tout seul, personne ne nous a absolument rien fait. Beaucoup d'émotions intéressantes émergent d'interactions avec les gens. Ça, c'est l'idée. Donc, solution brillante, mettons des gens ensemble dans le laboratoire. Et demandons-leur de parler de choses
que l'on a de raisons de croire qui vont faire émerger certains états émotionnels. Okay? Cas classique sur, par exemple, des études qui s'intéressent sur l'autorégulation de la colère, comment on fait pour réguler la colère, peuvent utiliser des couples. Vous faites rentrer un couple, des couples qu'on sait qu'ils ont des conflits, et là, vous leur demandez de parler du conflit. Et qu'est-ce qui arrive quand on parle de conflit en couple? Ben, on s'engueule. On se fâche. Okay? Quand on parle de choses pour lesquelles on a un conflit. Et là, automatiquement, ce qui arrive, c'est que, ben voilà, on a un déclenchement d'émotions. On peut faire la même chose pour la jalousie. Ça serait beaucoup plus dur de faire la même chose pour la peur, mais on pourrait imaginer un cas où ça le serait. On pourrait définitivement utiliser ça pour mesurer la joie. Okay? Le plaisir qu'on a quand on est avec les autres déclenche de la joie. On pourrait utiliser ça pour déclencher de l'empathie. T'sais? Donc, l'idée, c'est que c'est extrêmement utile pour étudier le déclenchement émotionnel. Extrêmement utile pour étudier la régulation des émotions. Et utile aussi pour étudier la perception de l'émotion chez autrui. Surtout parce qu'on peut prendre, par exemple, une dyade, là, ce qui est 2 personnes. Puis là, on peut faire en sorte que une personne se fâche. Et là, demander à l'autre personne des questions. Comment se sent ta partenaire? Comment tu sais dans quel état émotionnel elle est, etc. T'sais, pour essayer d'étudier comment les gens font pour savoir si quelqu'un d'autre est dans un certain état émotionnel, par exemple. Okay? Donc, l'idée ici, c'est que pourquoi pas mettre les gens ensemble, parce que c'est souvent ensemble qu'on a des émotions. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des textes à contenu évocateur. Donc, et ça, c'est un peu proche du rappel. Vous vous souvenez, dans le rappel, on utilisait la mémoire des gens, tu sais. Et parfois, on pouvait leur faire écrire et relire cette mémoire-là. Mais on pourrait aussi juste inventer quelque chose et leur faire lire un scénario. Pourquoi pas? Après tout, tu sais, on a toute une industrie du livre, de fiction. Les gens lisent sur Terre probablement des millions de livres à chaque année de fiction. Et on a des émotions par rapport à ça. On peut avoir des émotions lors d'un film, lors d'une pièce de théâtre. Donc, c'est pas parce que c'est de la fiction que ça va pas déclencher des émotions. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça? Et ici, on a 2 exemples, par exemple, de dégoût, okay? Ou de dégoût ou de peur, ça peut dépendre. Le premier, ça pourrait être un peu de peur, mais aussi de dégoût. Par exemple, pour essayer de déclencher le dégoût, vous demanderiez, par exemple, aux participants de lire et d'essayer de s'imaginer vraiment qu'il est là. Puis là, j'en ai pas mis beaucoup, mais le truc, ça pourrait être de mettre beaucoup de détails. Okay? Ou ça pourrait être de demander à la personne de lire, puis là, de remplir des détails, tu sais. Quelle serait l'odeur? Qu'est-ce que vous entendriez? Qu'est-ce que vous imagineriez que vous entendriez alentour de vous comme réaction? Et ainsi de suite. Okay? Donc, un exemple de scénario. Une personne est en train de regarder une partie de basketball. Au cours de la partie, un des joueurs se casse la jambe. La personne peut voir l'os du joueur sortir de sa jambe. Donc, vous pourriez demander à la personne de visualiser ça, de s'imaginer le bruit, de s'imaginer la réaction des gens alentour d'eux, de s'imaginer l'atmosphère, de s'imaginer quelle serait la réaction physique. Et avec ça, on pourrait essayer de déclencher un peu de dégoût. Okay. J'ai mis plus bas un autre exemple de dégoût, mais qui est un peu plus moral. Okay? Qui est un peu plus moral. Qui n'est pas un dégoût physique, genre quelque chose de physiquement dégoûtant comme un corps ouvert ou une blessure ou des matières corporelles, des substances corporelles, mais plutôt quelque chose qu'on appelle du dégoût moral, de la genre de répulsion morale. Imaginez-vous que on vous a offert un sandwich délicieux que vous avez mangé, et vous apprenez tout à coup que le sandwich a été préparé par quelqu'un qui a été reconnu coupable d'abus sexuels chez un mineur. Ben,
certains d'entre vous vont dire, ben ok, mais vraiment dommage pour ce mineur-là, puis j'espère que ce bonhomme-là est allé en prison, mais le sandwich était très bon. Et d'autres vont dire, il a touché le sandwich. Mon sandwich a été fait par quelqu'un qui a abusé sexuellement d'un mineur, puis je viens de manger, comme je viens d'intégrer ce sandwich-là dans mon corps. Yark. Ça, c'est le genre de dégoût moral, un peu. T'sais. Un autre exemple, c'est imaginez que on vous donne un gilet et vous mettez un gilet et vous apprenez que ce gilet-là a été porté la journée précédente par quelqu'un qui a violé quelqu'un, par exemple. Ben, vous auriez peut-être une réaction de dire « Ah, enlève ce gilet-là, c'est dégueu, il a touché à ça. » C'est comme si le gilet était comme un peu comme contaminé moralement. T'sais. C'est très difficile à parler de ça. C'est pas clair exactement qu'est-ce qui est juste des métaphores et en quelle manière est-ce qu'on est vraiment moralement dégoûté. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est que je peux utiliser un texte pour vous mettre dans un certain état émotionnel. Et probablement que ça fonctionnerait mieux avec certains états émotionnels que d'autres. Une autre possibilité, induction par extraits musicaux. Okay, la logique ici est très simple. Ça fait des millénaires qu'on joue et qu'on écoute de la musique. Ben, pas qu'on écoute sur de la technologie, mais qu'on en joue, tu sais. Et la musique a un impact émotionnel très important. Okay? Peut-être encore là pour certains états émotionnels plus que d'autres. Peut-être que ça serait difficile de déclencher du dégoût en utilisant de la musique. Peut-être que ça serait difficile de déclencher de la jalousie en écoutant de la musique. Mais de la tristesse, ouais. De la colère, peut-être, je sais pas. De la peur ou de la nervosité, oui. Voir toutes les musiques de films d'horreur et ainsi de suite. Tu sais. De la tristesse, je l'ai dit. De la joie ou un affect positif, certainement. Certainement que ça serait possible. Et donc, ce que j'ai ici, c'est des exemples d'extraits musicaux pour différentes émotions. Et je vais les mettre sur le Moodle. En classe, je vous les aurais fait jouer, là, mais je vais les mettre sur le Moodle pour que vous puissiez juste avoir une idée de comment on pourrait utiliser ces extraits musicaux-là pour déclencher des émotions. OK? Je dois dire que une chose qui peut être faite, peut-être c'est plus tard dans mon PowerPoint, mais je vais le dire tout de suite, là, parce que j'ai le goût. Une chose qui peut être faite, et vous y avez déjà peut-être pensé, c'est pourquoi est-ce que je montre chacune de ces stratégies-là de manière séparée? Pourquoi on ne pourrait pas en combiner? OK? Et si vous avez eu cette intuition-là, c'est une très bonne intuition. Dans le sens que, pourquoi je ne demanderais pas aux gens de... Si, par exemple, je veux déclencher la tristesse, pourquoi je ne leur demanderais pas d'identifier des tunes vraiment tristes pour eux, là, des tunes qui les mettent vraiment comme... qu'ils trouvent vraiment tristes, là, ou pour lesquelles ils ont une mémoire. Des fois, il y a des tunes dans votre vie qui sont associées à des événements tristes. Pourquoi je ne leur demanderais pas de se remémorer cet événement-là, en plus de faire jouer la tune? OK? Bon, ben là, ça serait une combinaison. Ben, ça serait très bien. Pourquoi je ne montrerais pas un scénario? Pourquoi je ne leur demanderais pas de lire un scénario imaginaire de colère, en plus de leur faire écouter genre de musique là, qui est vraiment énergétique, puis quelqu'un qui crie, puis qui pourrait énerver ou déclencher la colère. Pourquoi pas? Je pourrais combiner ces trucs-là ensemble. Okay? Ça, c'est une excellente intuition si vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas eu, c'est correct. Là. Mais certains de vous ont peut-être pensé à ça. L'induction par son peut aussi être utilisée au-delà de la musique, parce que la musique, ce que c'est une série de sons avec une certaine logique organisée, tu sais. Mais on peut faire entendre des sons spécifiques, individuels qui pourraient déclencher. Il n'y a rien de mieux pour faire sursauter les gens et leur faire peur pendant quelques secondes que de leur faire entendre le son de quelqu'un qui crie au meurtre dans leurs oreilles super fort. OK?
Si vous, c'est toute la culture des jump scares sur Internet, là, sur YouTube, et ainsi de suite, là, où on vous montre un film où vous avez l'impression que ça va être relax, puis là, tout à coup, bang, il y a quelque chose qui arrive, puis ça fait sursauter les gens, puis là, c'est rigolo, ils ont fait des compilations de ça sur YouTube, tout ça. Un simple son. Pour le dégoût, il y a plusieurs sons qui pourraient être dégoûtants. Pensez simplement au son de quelqu'un qui vomit, violemment, avec effort. Ouais, c'est juste à y penser, c'est dégueu. Donc, un son pourrait être utilisé pour faire ça. Il y a des sons qui pourraient déclencher le désir sexuel, si on voulait étudier ça. Il y a des sons qui pourraient déclencher peut-être la sympathie, si je vous fais entendre, ou l'empathie, si je vous fais entendre quelqu'un qui pleure, un enfant qui pleure, par exemple. Il y a des bonnes chances que vous faites, oh, tu sais, j'aimerais vraiment le consoler. Automatiquement, je viens de vous mettre dans un état empathique. Donc, vous pouvez penser à toutes sortes d'exemples de sons. Okay? Un bruit d'accident. Bip, 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 ça peut nous mettre un peu dans un état stressant. Surtout si on combine ça avec d'autres stratégies. Imaginez un scénario que vous lisez, plus son. Et donc, j'ai des exemples ici. Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre sur Moodle. Je vais essayer de les mettre. Ça dépend de la taille des fichiers. Mais ce que c'est des exemples d'expressions émotionnelles, mais vocales. De gens qui font des expressions émotionnelles vocales. OK, je vais essayer de voir ici. Je ne sais pas si ça va marcher, là. Attendez un petit peu. OK. Ça, c'est le... Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si oui, je vais le faire rejouer quand même. Là. Si vous ne l'avez pas entendu, ce qu'on a ici, c'est le son présumément d'une femme qui fait « Ah! » Comme quoi elle s'est blessée. OK? Et ça peut être utilisé, le son de quelqu'un qui se blesse. « Aïe! » Tu sais, quelque chose comme ça peut être utilisé pour aller déclencher un certain état de stress ou de mal-être chez des participants. Un autre exemple ici. Et je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est quelqu'un qui crie par peur. Et ici, j'ai un autre exemple. Je me demande c'est quoi, j'avais oublié. OK. Ici, c'est quelqu'un qui fait comme s'il est vraiment fâché. Tu sais. Donc, on pourrait s'imaginer que vous montrez une photo statique d'un visage de colère, vous faire entendre le son de quelqu'un qui fait qui est vraiment fâché, et vous demander en plus d'imaginer que cette personne-là vous approche dans la rue, dans une ruelle sombre à 2 heures du matin. T'sais. Puis en plus, il a l'air imprédictible, il a l'air d'être difficile à lire. Ça pourrait être utilisé pour déclencher chez vous un certain état de stress. Okay? Une autre possibilité qui est très intéressante et qui est, je dirais qu'elle est controversée dans le sens où c'est pas clair que ça fonctionne toujours, c'est pas clair que c'est pas clair exactement comment ça fonctionne, mais je vais vous la montrer quand même parce que ça a été utilisé dans certaines études. Okay? C'est l'idée d'induction par action faciale. La logique, encore là, est brillante, mais je ne sais pas en quelle... et elle est simple à comprendre, mais je ne sais pas en quelle manière c'est pour de vrai. En quelle manière ça fonctionne vraiment. T'sais. L'idée, c'est la suivante. C'est que lorsque vous êtes... Il y a plusieurs réponses émotionnelles que vous avez qui ont des expressions faciales un peu standards. Si je vous demande de faire un visage de peur ou un visage fâché, ou si je vous demande de faire un visage où vous êtes content, vous savez pas mal quoi faire. Prenons l'exemple de content. Disons qu'on veut mettre les gens dans un état positif pour une étude. Okay? On veut les mettre dans un état affectif positif, okay? À valence positive. Prenons un exemple très simple. On veut savoir si être dans un état positif permet de mieux encoder de l'information en mémoire que lorsqu'on est dans un état négatif, par exemple. Et donc, il y a des gens qu'on va faire venir en laboratoire, 3 groupes de gens, des gens qu'on va mettre dans un état positif, des gens qu'on va mettre dans un état négatif, puis des gens qu'on va juste pas mettre dans aucun état. Puis on va leur demander d'apprendre une liste de mots, par exemple. Puis ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les gens dans un état positif se souviennent de plus de mots que les deux autres, par exemple. T'sais?
Donc, une possibilité, ça serait d'utiliser l'induction par action faciale. Et la logique est la suivante. Donc, lorsque vous êtes content, vous avez tendance à sourire. Okay? Et il y a une corrélation très forte à ce niveau-là. Au niveau de votre ressenti, au niveau physiologique, au niveau moteur de ce qui fait activer le sourire. Et l'idée, c'est que cette corrélation-là, ce lien-là est tellement fort que vous pouvez l'exploiter de la manière suivante. Si vous vous mettez à sourire, en essayant de sourire de manière le plus authentique possible, il y a et que vous ressentez votre sourire, il y a des bonnes chances que ça augmente votre niveau d'affect positif. Si vous vous mettez à froncer les sourcils, à montrer les dents, fâché, il y a des bonnes chances que ça vous fasse approcher un petit peu plus proche de la colère. Et donc, on peut exploiter ça. Okay? Pour peut-être vous mettre dans un état plus positif ou plus négatif. Okay? Et ça pourrait fonctionner pour d'autres expressions, comme la tristesse, comme le dégoût, et ainsi de suite. Okay? Il y a deux versions de ça. La version explicite et la version implicite. Okay? Donc, ici, on a un exemple pour dans la version explicite, on a un exemple si on essayait de déclencher la tristesse avec ça. Donc, on dirait aux gens, donc ça serait par exemple dans l'étude dont je parlais tantôt, là, avec mes 3 groupes, ça serait par exemple les gens dans la condition négative. Okay, on va essayer de les mettre dans un état de tristesse, puis là, ils vont devoir apprendre la liste de mots. Okay? Si on utilisait la version explicite, là, pour eux autres, on leur dirait, OK, faites ce qu'on vous demande avec votre visage. Veuillez, s'il vous plaît, abaisser les coins de votre bouche. Là, on vérifierait est-ce qu'ils le font bien. Parfait. Maintenant, montez légèrement les sourcils et rapprochez-les. Puis là, fermez légèrement vos paupières. Ça donnerait un visage, triste. OK? Et maintenant, maintenez cette position-là pour 10 secondes en vous concentrant vraiment sur les émotions qui viennent et comment le visage se sent et ainsi de suite. Et là, on dirait, parfait, merci. Maintenant, voici une liste de mots. Veuillez les lire parce que dans X secondes, elle va disparaître. Il va falloir que vous en souveniez le plus possible. Okay? Ça serait version explicite. Version implicite, imaginons qu'on veut mettre quelqu'un dans un état positif dans la version implicite. Okay? Ben, ça serait de faire en sorte qu'ils font le visage qu'on veut. Comme positif, ça serait comme un sourire. Donc, comment leur faire un sourire? Mais de manière implicite, sans qu'ils sachent qu'on est en train d'essayer de leur faire un sourire, ben, ça serait quelque chose comme, par exemple, leur demander de tenir un crayon dans la bouche, ou un morceau de plastique dans la bouche, soit de la manière ici à gauche ou de la manière ici à droite. Okay? Et ce qu'on voit dans la manière ici à droite, en utilisant les dents, c'est que ça les fait automatiquement sourire. Donc, on pourrait avoir notre étude où on va demander à des gens de faire ça, de tenir le bâton de cette manière-là en apprenant des mots. Puis une autre où on leur demande de tenir le bâton de cette manière-là entre les dents, ce qui les fait automatiquement sourire en apprenant les mots. Puis là, on pourrait voir, est-ce que ces gens-là ont appris plus de mots, se souviennent de plus de mots que ceux-là. Ce qui pourrait suggérer que c'est à cause que ça les a mis dans un affect positif. Et l'affect positif aide à mieux apprendre, par exemple. Tu sais? Donc, induction par action faciale avec version explicite ou implicite. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. OK? Vraiment, chaque stratégie a des limites. Chaque stratégie a des avantages. Et ce qu'il nous faut en tant que chercheurs, c'est d'utiliser les meilleures stratégies selon notre but, selon nos hypothèses, selon l'étude, selon les participants que l'on utilise, selon le genre de participants qu'on utilise. Est-ce que c'est une population clinique qui a certains troubles cognitifs? Est-ce que non? Est-ce que c'est juste des jeunes enfants? Peut-être qu'on va éviter certains trucs. Est-ce que c'est des personnes plus âgées? Peut-être qu'on va suggérer d'autres trucs. Mais l'idée, c'est qu'il y a une multiplicité, une diversité de stratégies possibles. Et que le plus possible, quand on peut combiner des stratégies ensemble pour que ça ait un impact plus fort, le mieux.
OK? La leçon aussi, c'est que certaines stratégies fonctionnent mieux pour certains états émotifs que d'autres. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on a de plus en plus de technologies maintenant qui nous permettent de, dans le fond, prendre avantage des déclencheurs émotionnels qui existent dans la vie quotidienne des gens. Parce que la logique, c'est, bon, on fait venir les gens au laboratoire, on veut déclencher une émotion chez les gens. Ça marche pas pour toutes les études, mais imaginons une étude où on veut étudier, je sais pas moi, la relation entre différentes émotions et le rythme cardiaque. On veut essayer de comprendre comment le rythme cardiaque est modulé et changé dépendant de nos différentes émotions. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Okay. Spoiler alert, il n'y en a pas vraiment. Il y a un tout petit lien avec certaines émotions, mais pas tant que ça. Okay? C'est pas clair. Mais imaginons qu'on voudrait essayer de faire ce genre de truc-là. Ben, nous, avec notre fameuse méthode de laboratoire, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait venir des gens en labo, on essaierait de leur faire déclencher de la colère, puis là, on mesurerait quelque chose à propos de leur cœur, puis là, on ferait une autre étude où on fait ça avec de la peur, puis on mesurerait leur cœur, une autre étude avec le dégoût, puis on mesurerait différentes variables à propos de leur cœur, la pression, le rythme, toutes sortes de trucs. Okay? Mais pourquoi ne pas prendre avantage du fait que, dans la vie, les gens vivent des émotions réelles en dehors du lab? Et donc, certaines formes de technologie aujourd'hui nous permettent de mettre des senseurs sur les gens, incluant des caméras, des micros, des capteurs qui peuvent mesurer l'activité cardiaque, qui peuvent mesurer l'activité cérébrale à un certain niveau, qui peuvent mesurer toutes sortes de trucs comme la température, ainsi de suite. Okay? Et laisser les gens aller. Et dans le fond, ce qu'on va remarquer, c'est qu'au cours d'une journée, il y a des choses qui vont arriver qui vont fâcher les gens, des choses qui vont arriver qui vont les dégoûter, des choses qui vont arriver qui vont les stresser. Et on va avoir des senseurs qui vont capter les données sur le rythme cardiaque, la pression. Et on va pouvoir prendre ces données-là et dire « Oh, regarde ce qui arrive. » Tu sais, on a fait ça avec 300 personnes, puis regarde, il semble avoir un pattern qui émerge de ça. Quand les gens sont stressés, le rythme cardiaque augmente, mais il augmente de telle manière, alors que quand les gens sont fâchés, il augmente aussi, mais avec un genre de pattern différent. Donc, tu sais, et on peut voir ça dans la vraie vie. C'est très limité, évidemment. Ça reste utile pour des choses physiologiques. Vous avez aussi des études aujourd'hui qui utilisent beaucoup des apps qui peuvent vous demander constamment de remplir des questions tout au long de la journée. Vous pouvez dire, OK, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il vient d'arriver telle chose. Comment je me sens? Telle chose. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer pour gérer mon émotion? Je vais utiliser telle stratégie. Puis là, revenir une demi-heure plus tard puis rentrer dans l'app. Est-ce que je suis encore fâché? Est-ce que la stratégie a fonctionné ou non? Puis je fais ça à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Puis ça envoie des données aux chercheurs dans la vraie vie de situations dans lesquelles quelque chose me fâche, j'essaye d'appliquer une stratégie de gestion des émotions et est-ce que ça fonctionne ou pas? De 1 à 10, comment j'ai l'impression que ça a fonctionné. Puis là, on peut, par exemple, mesurer ou analyser ou étudier avec ça, par exemple, combien de temps ça prend pour apprendre à bien utiliser une stratégie de gestion de la colère, par exemple. Ou bien on pourrait voir est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Ou est-ce qu'il y a une différence dans l'âge? Est-ce qu'avec l'âge, on devient meilleur ou est-ce qu'on devient pire? T'sais? Donc, on peut utiliser des technologies comme ça pour sortir du lab, pour mesurer les choses dans la vraie vie. Lorsqu'on va se reparler, je vais vous parler de l'induction d'un état motivationnel en laboratoire. Donc, plus les émotions, mais si on veut étudier maintenant la motivation, comment est-ce qu'on fait pour étudier la motivation? Bien, il faut d'abord
être capable de la mesurer. Comment on fait pour la mesurer? Ben, il faudrait qu'elle émerge, il faudrait l'observer, il faudrait qu'il y ait des indices qui émergent. Et donc, comment on fait pour induire un état motivationnel en laboratoire? C'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Ciao!